Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour ou bonsoir, la citoyenne africaine et mes amitiés à toute la communauté, également à DMG. J'étais en train de regarder la diffusion de l'émission numéro 193 avec 10 histoires mystiques. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore terminé. Je l'ai stoppé pour venir parce que la première dame qui est intervenue et qui a parlé de ces hommes qui déviergent des femmes et qui ne veulent pas les épouser parce que la femme était tombée enceinte, que le monsieur a été transformé en bouc et qu'il fallait l'intervention du père de la fille déviergée. Cette histoire m'a tout de suite donné souvenir à une histoire qui concerne ma famille, qui concerne plus précisément la sœur de ma mère, la grande sœur de ma mère. Cette grande sœur s'en est allée. C'est une défunte. Mais elle a eu une vie pas facile. Et à cause d'un homme. Cette fois-ci, il n'est pas question de dévierger. Mais c'est parce qu'à la fin, la dame qui est intervenue disait il faut savoir quelle femme on touche et quelle femme qu'on ne touche pas. Moi, je dirais aussi il faut savoir à qui on dit non et à qui on ne dit pas non. Parce qu'il y a des noms qui ne nous réussissent pas. Et ça n'a pas réussi à ma tante, la sœur de ma mère, ça n'a pas réussi à mon grand-père, le père de ma mère, qui avait prononcé ce nom à l'égard d'un homme militaire venu d'ailleurs. La sœur de ma mère, qui était très belle et jeune à ce moment-là, avait dans les 17 voire 18 ans. Et un monsieur militaire affecté dans notre pays et précisément dans notre région l'avait vue et était amoureux d'elle. Il l'avait suivie jusqu'à la maison. Et mon grand-père était un intellectuel qui voulait que ses filles apprennent aussi longtemps que possible. Et avait dit non à ce monsieur par rapport à la demande de la mère de sa fille. Et la fille avait dit non à ce monsieur par rapport à sa déclaration d'amour. Et le monsieur leur a dit « Mais je la laisserai finir ses études. » Le grand-père lui a dit « Mais elle t'a dit qu'elle ne t'aimait pas aussi. » Et dès lors, le monsieur a dit « Je m'en vais, mais vous me chercherez. » Il est parti. Et depuis ce jour-là, la grande sœur de ma mère, à savoir ma tante, à qui ma mère a donné le nom de ma petite sœur d'ailleurs, a commencé à tomber malade. Elle avait des crises comme des crises d'épilepsie, mais ce n'était pas des crises d'épilepsie en soi. Parce que je précise que je viens d'une famille où il y a beaucoup de praticiens dans le temps. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas tellement suivi les choses qu'au moment du problème, on n'a pas su les gérer. Mais si on avait perpétué la tradition, ce monsieur n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Mais bon, hélas. La tante commence à tomber malade, à avoir des crises. Et sa beauté était toujours là, mais elle ne semblait plus avoir toute sa tête. Partout où on allait, on disait que c'est cet étranger qui voulait d'elle, qui lui a jeté un sort. Parce qu'on avait dit non à son amour, on avait dit non à sa demande en mariage. Et dès lors,
Ma tante a vécu toute sa vie jusqu'à ce que ma maman se marie, jusqu'à ce que ma maman tombe enceinte de ma petite sœur. C'est à cette année-là, alors que ma petite sœur n'était pas encore née, qu'elle est décédée, après avoir eu une vie très difficile. Donc, ma mère a décidé de lui donner le prénom à ma sœur pour honorer sa mémoire. Par contre, cette dame, elle-même, on lui avait fait du mal, mais je ne sais pas ce qu'est devenu le monsieur. Mais je me demande si ce monsieur est en paix. Parce que ma tante aussi avait des choses en elle. Hein. C'était pas une femme, disons, simple comme ça. C'était pas une âme sans gardien. Dès lors, au moment où elle sentait qu'elle allait mourir, elle avait dit à ma mère ce jour-là, parce qu'on lui avait dit de venir dîner, elle a dit qu'elle ne pouvait pas dîner. Pourquoi on demande à une personne qui est en voie de mourir de venir dîner? Sa mère lui a dit, mais pourquoi tu dis ces genres de choses? Mais on le prenait comme étant des paroles de folle, quoi. Comme ce que le monsieur lui avait fait, il avait un peu pris la tête. Et elle est partie dire dans tout le quartier au revoir à tout le monde. Elle a même appelé ce jour-là mon oncle qui devait aller sur une autre région de mon pays en tant que prof de philo pour rentrer et dispenser ses cours pour lui dire, tu pars, mais on ne se reverra jamais. Disons-nous au revoir. Comme c'est un philosophe, il lui avait dit, bon, tu racontes des bobas, c'est pas grave. Mais elle a su dire pardon à tout le monde. Elle a su dire au revoir à tout le quartier avant de mourir cette nuit-là. Elle avait confié un bracelet à elle, à ma grand-mère, pour lui dire, vous garderez ce bracelet-là pour la future personne qui portera mon nom. Or, personne ne lui avait dit que ma petite sœur porterait son nom. Personne. Et imaginez-vous, DMG, nous habitons dans une maison, dans un enregistrement préalable. Je vous avais dit que ce sont des concessions avec des grandes portes. Et dans cette même maison, je peux vous dire aussi, c'est une grande maison avec du sable dans une partie de la maison. Et là, imaginez-vous, quand j'ai eu mon BFM, donc j'avais dans les 14-15, imaginez-vous que ce bracelet qu'elle avait pris, donné à ma grand-mère qu'il avait perdu dans le sable, afin qu'on le donne à la personne qui porterait son nom, à savoir aujourd'hui ma petite sœur. C'est moi qui l'ai ramassé. En faisant du tamis sur le sable, j'étais en train de nettoyer le sable comme chaque matin chez ma grand-mère. Et j'ai ramassé ça. Je l'ai apporté à ma grand-mère. Ma grand-mère a pleuré. Et je lui ai demandé les raisons de ses larmes. Elle m'a fait savoir, en fait, que ça appartenait à ma tante, dont ma petite sœur porte le prénom. Et comme quoi, ce qu'elle voulait, elle l'a eu. On a fait ce bracelet pour ma sœur, qui se porte très bien aujourd'hui, qui est mariée, qui a ses enfants aussi. Mais le monsieur, ce qu'il a fait, bon, ce sera son problème avec Dieu. Mais de toute façon, la moralité, c'est on ne dit pas non à tout le monde. Mais DMG, si on ne peut pas dire honnêtement non à tout le monde, que faire? Dans ma moralité, je pose une question. Que faire? S'il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre un non, et au nom de ce non, sont prêts à tuer ou à faire du mal à une personne qui ne leur a rien fait que décliner leur amour. Où va ce monde? Hélas, histoire mystique a-t-on dit? Voilà, ce monde et ses mystères. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG TV. DMG, je vais raconter une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la commune de Yopougon, quartier Banco 2. Il y a un homme et sa femme qui ont déménagé au quartier Banco 2. Maintenant, la femme, c'était genre de femme très
joviale, c'est-à-dire quand elle voit les gens, elle est tout en contact, elle est tout contente, elle aime c'est-à-dire c'est des femmes qui aiment les gens. Tu vois. Maintenant, la dame vivait tranquillement avec son mari, les vieilles du quartier, les femmes du quartier sont venues saluer. Ah, madame, bonne arrivée. Ah, comme tu es nouvelle dans le quartier, on voulait te dire qu'au quartier ici, il y a une réunion, s'il y a baptême, on va là-bas ensemble, on cotise. S'il y a mariage, on cotise. Ah, c'est qu'on fait au quartier ici. Bon, comme tu viens d'arriver, on venait te dire si tu pouvais rentrer dans ton team là. Donc, c'est ça. Elles ont convaincu la dame. La dame a parlé à son mari. Son mari dit, il n'y a pas de problème. Tu peux partir à la réunion souvent. Ça, c'est important quand tu es dans un coin. Voilà, il faut qu'on te connaisse. S'il y a problème. Ok. Premier baptême. La femme est partie. C'était le baptême d'un bébé. Ils ont tué un mouton. Ils ont tué un mouton, ils ont partagé viande là, ils ont donné pour la dame. Et quand on donnait pour la dame, ils ont mis dans la cuvette. Viande frais, et mouton là, ils n'ont pas préparé, non. Ils ont donné pour la dame. La dame est venue, la réunion est finie. Les gens se sont dispersés, la femme rentre à la maison, toute heureuse. Elle vient dire à son mari, ah, ils ont tué un mouton, ils ont donné notre part, voilà ça. Le monsieur dit, il faut me montrer, je vais voir. Dès que la femme a ouvert le couvercle, la nette, soulevé le couvercle, la nette, son mari dit, viande là, dépose ça dans le frigidaire là, il ne faut pas mettre dans la sauce, tu déposes dans le frigidaire là. Tu m'as compris? La dame dit, mais il y a quoi? C'est moi, il te dit, dépose ça dans le frigidaire, ne prends pas, ne mets pas dans ma sauce. Ce qui va se passer, tu sauras. La femme a dit, ok. La vie continue. Tranquille, tranquille. DMG. 2 jours après. Les dieux là sont partis à la mosquée prier tranquillement. Les retour maintenant. Et puis, prière de Fajr. C'est-à-dire matin, bonheur, 5 heures du matin. Là, quand tu vas à la prière, après la prière, s'arrêtait, cause. Peut-être qu'elle se disait quoi, hein, comme elle a pris viande là. Donc, au retour, on passait chez elle. Matin, bonheur. Caca. Ah, bonjour. Ah, comme on est quitté à la prière, on est venu te saluer. Ah, c'est bien. Ah, vous êtes gentil au quartier ici. Les femmes ont dit, ah, on voulait te parler un peu là. Les vieilles, hein? On voulait te parler un peu là. Ah, elle dit, entrez, mon mari est couché. Asseyez-vous au salon ici. La femme vient s'asseoir. Le mari, il est dans la chambre. Il n'est pas sorti. Donc, il n'est pas sorti. Le vieille a dit, ah, tu vois, c'est pas grave ce qu'on veut te dire. Bon, viande qu'on t'a donnée la fois passée là, c'était pas viande que tu connais là, donc tu dois donner ton mari. C'est viande aussi de quelqu'un que tu as mangé. Donc, forcé, tu dois donner ton mari. La dame dit, mais vous ne m'avez pas dit que c'était ça. Vous m'avez dit non, la réunion, baptême, s'il y a baptême chez l'autre, on va, on cotise. Mais pour dire que c'était viande de l'homme, vous m'avez donné et que c'est mon mari que vous voulez, moi je ne peux pas donner mon mari. Et d'ailleurs, viande que vous m'avez donné là, je n'ai même pas mangé, j'ai déposé ça dans le frigidaire là. Elle allait la soulever, cuvette qu'ils ont mis viande là-dedans, venir les donner. Sorcière n'a pas honte. Elles ont pris cuvette là, elles ont arraché cuvette là dans la main de la femme, elles étaient fâchées là. Elles ont honte, non seulement elles ont honte un peu, mais elles ont pris. Puis l'autre a pris, elle a
tourné un peu. Le liquide là, ce n'était plus, l'eau qui était en bas de la viande, ce n'était plus rouge, c'était devenu un peu verte. L'autre vieille, elle a dit, ça a changé comme ça même. L'eau là même, tout a changé. Puis elles ont pris les viandes, elles sont parties. Quand elles sont sorties, avec la honte qui les accompagnait, le monsieur est sorti dans la chambre. Que je t'ai parlé, non. Dieu merci, tu m'as écouté. Si tu ne m'avais pas écouté, c'est ce qui allait t'arriver. Mais moi, tu n'allais pas pouvoir me donner. C'est toi-même qui allais partir. Donc, ce que je vais donner comme conclusion, je vais dire aux femmes, écoutez vos maris. Souvent, les maris, là, souvent, ils voient certaines choses arriver, ils préviennent. Ne faites pas ça, là. Mais il y a des femmes qui sont tellement têtues qu'elle se dit que c'est elle qui doit porter la culotte. Si la femme n'avait pas écouté son mari, respecté son mari, peut-être aujourd'hui qu'elle était déjà morte. Dans quartier, réunion, tontine. Ah, mes soeurs, mes frères, pour pas commencer à blaguer, quitter dedans. Tu veux manger viande, va au marché, tu vas payer 1 kilo, tu manges. Voilà. C'est ce que je voulais dire à la communauté DMG. Et c'est encore Nour, la saoudienne. Et c'était ça mon histoire pour aujourd'hui. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Allô, bonjour, DMG TV. Je salue à toute la communauté DMG TV. Abonnez-vous, likez et partagez. J'ai une petite histoire que je voulais raconter sur... Quand j'étais petit, on allait dans notre village, précisément dans la région centrale, au Togo, la région Tchaoudjo. Donc dans notre village, on a des rivières. Donc notre village, le village est au milieu de 2 rivières. Donc chaque nuit, on partait dans la rivière pour pêcher les poissons. Donc quand on pêchait, ce n'est pas comme... C'est des filets qu'on met dans l'eau. Vous voyez, c'est des filets qu'on met dans l'eau. Si on met les filets, et puis c'est au bord de la rivière qu'on dort. Donc, on attrapait les poissons, en même temps, on les grille en même temps, au bord de la rivière là-bas. Donc un jour, on a rentré dans la rivière. C'était la nuit. Chaque temps, c'est la nuit qu'on partait là-bas. Donc on dormait. Et puis le lendemain matin, on rentrait avec les poissons fumés. Donc un jour, on a descendu dans la rivière pour mettre les filets. Et on entend au fond de la rivière le tam-tam, on ne sait pas. Le tam-tam est en train de jouer dans l'eau. Le tam-tam joue dans l'eau. Puis on avait peur. On est sorti en même temps. Quand on est sorti, on n'est pas parti à la maison, mais on a dormi là-bas, au bord de la rivière là-bas, jusqu'au matin.
Quand on est parti à la maison le lendemain, on n'a rien raconté aux gens. C'est resté entre nous, comme ça. Donc, un jour encore, on allait dans la rivière le soir, et puis on a dit que non, aujourd'hui on est fatigué, on n'a qu'à retourner. Il y a les autres filets dans l'eau, on n'a pas encore enlevé les poissons. Donc le lendemain matin, on est retourné. Le lendemain matin, on est retourné en même temps. On a descendu dans l'eau pour enlever les poissons. On voit un gros python, un gros bois qui est... Les filets lui ont attrapé. Et là-bas, allongé. Viens voir. On a couru vers la maison. Et puis, depuis ce jour, moi, je ne suis plus retourné dans cette rivière. Alors, merci, c'est mon petite histoire. Grand merci, DMG TV. Likez et abonnez-vous à DMG TV. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. J'avais ma petite cousine que j'aimais beaucoup. On n'avait pas beaucoup de cas parce que moi je suis en 96 et elle était en 99. Donc on a grandi ensemble. C'était vraiment ma petite sœur. Je l'aimais beaucoup. On a commencé à faire le caté ensemble. J'étais en première année. Elle venait avec mon cours de caté. Et vu qu'elle était encore trop petite, donc du coup, elle ne pouvait pas continuer. Enfin, à mesure que je parle de cette histoire, mon cœur se brise. Donc, du coup, elle ne pouvait pas continuer et on l'a ramenée à la maison. Donc, du coup, elle ne pouvait pas faire kata avec moi. Et après, on a arrêté parce qu'on avait commencé à faire le kata très tôt. Après, on a arrêté. J'avais, je crois, 9 ans par là et elle avait 6 ans. Et puis, on a arrêté. Maman trouvait aussi que j'étais trop jeune moi-même pour faire le kata. Et puis, on a repris au collège. Et j'ai repris avant elle parce que ma maman aussi donnait les cours de kata. Donc, c'était elle qui nous inscrivait. Et j'ai repris avant elle et tout. Donc, du coup, on était dans 2 classes différentes de catéchisme. J'étais en première année, elle était à la maison. J'étais en deuxième année, elle était en première année. Et voilà. Donc, j'étais en quatrième année quand tout s'est passé. J'étais en quatrième année et je faisais la quatrième aussi, également à l'école. Je faisais la quatrième. Et elle, ma petite sœur, elle était en sixième. Elle était en sixième. Et donc, elles habitaient dans un quartier. Et dans ce quartier-là, c'était proche de la paroisse, vraiment. C'était à côté de la paroisse. Et elles fréquentaient dans une école juste proche de la paroisse. Et mon oncle, le mari de ma tante, était en travaux un peu plus loin. Mais dans le même quartier, mais disons dans les secteurs différents, en fait. On va dire dans le même arrondissement, voilà. Dans le même arrondissement, mais dans des secteurs différents. Dans les secteurs différents, pardon. Donc, du coup, il vivait à côté de la paroisse juste pour surveiller son sentier et tout. Donc, du coup, quand sa maison a pris fin, c'était au milieu d'année, vers le mois d'avril, avril-mai comme ça. Et donc, ils étaient obligés de déménager. Et vu que c'était en pleine année scolaire, donc on n'a pas vu le nécessaire de la changer d'école. Donc, elle est restée dans son ancienne école, proche de notre paroisse. Et mon oncle, disons ma tante et mon oncle, ils ont déménagé. Toute la famille a déménagé. Donc, le matin, mon oncle l'a déposé à l'école et on a donné entre 1000 francs et 1500 pour pouvoir passer toute la journée à l'école parce qu'elle passait toute la journée à l'école. Donc, ma cousine, je vais l'appeler Carla. Donc, Carla passait toute la journée à l'école et elle rentrait que le soir. Et pour ceux qui ont grandi à Brazza, ou encore à Pointe-Noire, ils savent encore même où je suis. À l'heure de pointe, en soirée, quand on sort d'école, les déplacements sont vraiment compliqués. Donc, du coup, son père faisait le nécessaire pour lui donner un peu plus d'argent pour pouvoir supporter ces frais-là. Donc, elle faisait souvent des demi-terrains. Il y avait souvent des demi-terrains, comme on l'appelle communément chez nous, avec les chauffeurs de taxi ou encore des bus. Donc, on te prend d'une partie à une autre, tu payes un demi-tarif et après, tu continues. Donc, voilà. Et donc, c'est dans ça,
Et elle était, on est de famille, on est un peu, je dirais pas à Poutou, mais on a assez un physique assez prononcé. Donc, depuis notre jeune âge, on est vraiment comme ça. On a une corpulence vraiment de grandes personnes, en fait. Et elle et moi, on était vraiment, vraiment pareils. De teint, de forme. C'était vraiment, vraiment ma meilleure petite sœur. Vraiment ma meilleure petite sœur. Et donc, une fois, en sortant des cours, une fois en sortant des cours avec ses amis, elle avait fini tout son argent. Parce qu'on l'a déposée juste et elle devait rentrer seule. Elle avait fini tout son argent. Et donc, avec ses copines, elles avaient décidé de marcher. Et elle avait gardé quelques pièces pour prendre le bus un peu plus loin. Donc, du coup, elles étaient en train de marcher avec ses copines. Elles marchaient et une voiture s'est arrêtée à leur hauteur. Et quand la voiture s'arrête, une voiture, une Vitara, je ne vais pas oublier la marque de la voiture, c'était une Vitara de couleur rouge qui s'arrête. Alors, une assez très belle Vitara qui s'arrête à leur hauteur et il demande à ma petite soeur de monter. C'était un blanc. C'était pas un homme, non, c'était un blanc. Il demande à ma petite soeur où elle partait et qui voulait la raccompagner. Et elle a dit non. Je suis avec mes copines, je ne veux pas, je marche. Elles ont continué à marcher et l'une de ses copines qui lui dit mais pourquoi tu ne montes pas en fait? Parce que nous, on est juste proche de l'école et toi, tu dois beaucoup marcher. Elle dit non, je vais prendre mon bus devant, je préfère marcher. Et elle a continué à marcher. Et un peu plus loin, la même voiture est arrivée. La même voiture est arrivée à leur hauteur et elle a encore demandé de monter. Et elle a dit non. Non, je ne monte pas, je vais marcher. Donc Carla a continué à marcher, marcher. Et un peu plus loin encore, pour une troisième fois, la même voiture est arrivée. On a encore demandé de monter. Elle dit non, je ne monte pas. Je ne monte pas. Je marche. Je préfère marcher. Laissez-moi tranquille, je marche. J'étais vraiment une petite fille à l'époque. Elle avait 13 ans. C'était une gamine. Donc du coup, elle continue à marcher. Et un peu plus loin, je crois, 2 arrêts avant chez elle. Non, avant ça, un peu plus loin encore, le bus, parce que de là où son école se trouvait et de là où sa nouvelle maison se trouvait, il y avait quand même une grande distance. Il y avait quand même une grande distance. Et de là, la voiture s'est encore arrêtée et le monsieur l'a encore demandé de monter. Il a dit non. Elle a continué à avancer. Elle a continué à avancer et arrivée proche de chez elle, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, ce que ce monsieur a fait. Arrivée proche de chez elle, à deux arrêts de chez elle, c'était vraiment proche de chez elle. La voiture s'est encore arrêtée et à ce moment-là, elle a dit oui, chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle a dit oui. Elle est montée dans la voiture. Excusez-moi. Et quand elle est montée dans la voiture, dès qu'elle est rentrée, le monsieur a verrouillé les portes et le monsieur lui dit j'ai été aimé. Et ce que j'ai le plus aimé sur toi, c'est ta poitrine. Tu as une très belle poitrine. Tant que je te donne 1 million et tu laisses mon chat téter ça. Et elle a dit non. Le monsieur a dit de toute façon, tu es condamné. Que tu le veux ou non, mon chat va téter. Donc du coup, mon chat va téter. Que tu dises non, que tu dises oui, de toute façon. Tu dises non, je vais te tuer. Mon chat va téter ça, je vais te tuer. Et donc voilà. Et elle a pris peur. Elle n'avait que 13 ans. Et elle a pris peur et du coup, le monsieur a défait les chemises de sa tenue et un chat est venu et le chat a tété. Le chat a tété. Il a tété sur ses deux chats. Et le monsieur l'a laissé. Donc avant cela, que le monsieur la abandonne en route, il y avait mon oncle qui s'inquiétait du fait qu'elle ne soit pas là. Parce que même avec les embouteillages, elle avait une heure qu'elle ne dépassait pas pour être à la maison en fait.
Et mon oncle s'inquiétait parce que l'heure ne faisait qu'avancer et elle n'était toujours pas là. Donc, c'était dû au fait qu'elle était en train de marcher, qu'elle n'avait pas pris le bus. Donc, du coup, mon oncle était sur la venue principale, était en train de voir les bus qui s'arrêtaient parce qu'ils étaient non loin du terminus. Les bus qui s'arrêtaient espérant la voir descendre du bus et elle ne venait pas. Donc, du coup, le monsieur l'a laissé avant l'avenue principale. Et il a pris l'argent, il l'a déposé, il l'a mis dans son sac et il a laissé avant l'avenue principale. Et il est parti. Et elle, ce qu'elle a eu comme intelligence, on va dire, si on peut le dire aussi ainsi, et elle a noté la plaque de matriculation du monsieur. Elle a eu ce réflexe-là de le faire. Elle a noté la plaque de matriculation et elle a couru dans les bras de son père. Donc, quand elle est descendue de la voiture, son père a d'abord cru que c'était quelqu'un de bienveillant qui l'avait pris en autostop. Et quand elle est arrivée devant son père, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, papa, je vais mourir. C'est scellé, je vais mourir. Et son père lui a dit, mais pourquoi tu dis ça, Carla? Tu vas mourir, pourquoi? Tu ne peux pas mourir, en fait. Tu es encore très gamine, tu as toute la vie devant toi. Elle a dit, papa, je vais mourir, c'est sûr. Je dois vous dire des choses, ce qui s'est passé. Excusez-moi, à chaque fois que je parle de cette histoire, ça me fend toujours le cœur. Et donc, du coup, ils sont rentrés à la maison et elle est allée directement dans la chambre de sa mère. Elle s'est mise sur les pieds de sa mère. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, maman, je vais mourir. Je vais mourir. Pensons de mes petits frères, de mon grand frère. Moi, je vais mourir. Tu n'auras plus ta fille aînée. Je vais mourir. Et ma tante, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça, Carla? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu dis que tu vas mourir? Tu es jeune. Et son père ne faisait que dire, mais elle ne fait que dire ça depuis qu'elle est arrivée. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Carla? Parle-nous. Et c'est là qu'elle va raconter toute l'histoire, tout ce qui s'est passé avec le monsieur dans la voiture et elle va donner le numéro de la plaque. Et là, il y avait mon autre oncle aussi qui était passé les rendre visite. Donc, du coup, mon oncle il a pris sa moto et le père de Carla a pris sa voiture. Ils ont commencé à sillonner le quartier vu qu'il y avait les embouteillages en espérant croiser la voiture de les embouteillages et tout ça, dire au monsieur qu'est-ce qu'il avait fait à leur fille. Ils ont sillonné le quartier, sillonné la rue, sillonné même la ville. Ils ont appelé les autres oncles, les frères qui étaient véhiculés. Ils ont donné la plaque d'immatriculation. Ils ont cherché le monsieur. Ils ne l'ont pas trouvé. Il n'était pas là. Et 3 jours après, Carla a rendu l'âme. Et avant de rendre l'âme, c'est ça, on commençait à pousser. C'est comme si une femme qui était en train d'allaiter. Et elle le disait tout le temps, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui allait. Au fait, il y a quelqu'un qui est en train de sucer mes seins. J'ai l'impression qu'on suce mes seins. Et ça ne faisait que pousser, ça faisait que pousser, ne faisait que maigrir. Tout ce qui grossissait sur elle, c'était sa poitrine. Tout ce qui grossissait sur elle, c'était sa poitrine. Et elle-même, elle était en train de sécher. C'est comme si on l'aspirait de l'intérieur. On l'a amenée chez les prêtres. Elle était internée à l'église, à la paroisse même où tout le monde priait. On a appelé le prêtre exorciste qui est venu là, le prêtre charismatique, pardon, qui est venu prier sur elle et tout celle-là. Et 3 jours après, elle n'était plus de notre, elle était morte. Donc c'est comme ça que l'un de mes oncles aussi, qui est policier, donc avec ses amis, ils avaient pris en chasse de retrouver cette voiture-là. Donc c'est comme ça que, en cherchant la voiture, ils ont retrouvé la voiture devant une station qui est à côté d'un hôpital, juste chez nos pays. Ils ont retrouvé la voiture là-bas et ils ont arrêté le monsieur. Et le monsieur, ils ont demandé, ils voulaient amener le monsieur, disons, au commissariat central. Et le monsieur a dit, ben, je suis une personnalité, je ne vais pas m'entrer dans votre voiture, donc escortez-moi. Donc il y avait une voiture policière devant, il était au milieu, il y avait une deuxième derrière. Et quand ils sont arrivés devant le commissariat central, au lieu de s'arrêter, quand la première voiture s'est arrêtée, parce que le commissariat central donne en face de la gare, et derrière la gare, il y a la mer. Donc du coup, quand ils arrivent devant le commissariat central, au lieu que le monsieur s'arrête, comme vu qu'on l'a emmené au commissariat pour l'interroger, il ne s'est pas arrêté, il a foncé. Et les deux voitures policières qui l'encadraient ont foncé en même temps.
Donc, ils ont foncé, ils l'ont suivi. Et le monsieur est parti directement dans la mer. Il est parti directement dans la mer. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais revu cette voiture. On n'a plus jamais revu ce monsieur. Et c'est comme ça que ma petite sœur est morte. Voilà, donc c'est l'histoire que j'avais à raconter. C'est une histoire vraiment que dans ma famille, on n'en parle plus jusqu'aujourd'hui. On essaie de comprendre pourquoi c'est tombé sur elle, pourquoi elle était encore si jeune, si petite, pourquoi c'était elle et qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter un tel destin. Mais bon, les voix de Dieu sont insemblables, sont insondables. Voilà un peu l'histoire que je voulais partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Allô, bonjour DMG. Moi, c'est Gérard. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien et je vis dans la ville de Divo. Je voulais rencontrer mon histoire. C'est pas tellement mon histoire, c'est l'histoire d'une autre personne. Je lui ai parlé de votre chaîne et elle m'a dit de rencontrer son histoire. Voilà. Mais avant, je voulais te raconter l'histoire qui m'est arrivée pendant les fêtes. Je suis à Divo, je suis chez mes parents. Donc, je fais, comment on appelle ça, un business. Je devais aller prendre les colis d'une ville qu'on appelle Dabo. On traverse Abidjan et puis on s'en va là-bas. Donc, là, moi, généralement, c'est à 5 h du matin. Je me lève, je me brosse, je me lave, je m'habille, je prends le car et puis je m'en vais. C'est-à-dire, si je prends le car dans la ville où je suis, je vais arriver à Abidjan à 8 h. Et à 8 h, je vais prendre le car encore pour aller à Dabo. J'arrive là-bas, j'arrive à Dabo à 10 h. Donc, c'est comme ça, je me suis apprêté à 5 h du matin. J'ai pris le car et je suis parti à Abidjan. Abidjan, je suis arrivé à 8 h. Et je suis arrivé à la gare de Dabo, là où je partais prendre le colis. Et de là-bas, j'ai pris le car et je suis arrivé à Dabo aux environs de 10 h, 11 h. Le temps de prendre le colis, de déjeuner, tout ça là. Parce qu'ils sont en train d'arranger, les autorités sont en train d'arranger la route de Dabo. Donc, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, ça fait que 10 h, 11 h midi, je suis arrivé. Donc, là-bas, je vais attendre la personne qui me donne le colis, tout ça là. Donc, j'ai pris le colis et j'ai pris le car à 14 h par là. 14 h, je suis arrivé à Abidjan. Abidjan, je vais attendre, je vais prendre le car jusqu'à 17 h. Maintenant, de 17 h maintenant, j'ai pris le car pour revenir dans la ville où je suis, à Divo. Donc, c'est comme ça en route, parce que Abidjan et puis Divo, ça peut faire 4 h du temps. Je sais comment on appelle, 2 h ou 4 h du temps. Donc, je partais, on était arrivé, on était en route. Le car avait démarré, on était en route pour Divo. Donc, il se faisait tard. À 17 h, j'ai pris le car, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, on était sur la route. Donc, le car garé. Quand le car a garé, ils nous ont dit de descendre pour faire les besoins. Ceux qui ont envie de pisser, pour se soulager. Ceux qui ont envie de faire popo, caca, pour se soulager, n'ont qu'à descendre pour aller faire. Voilà, pour se soulager. Donc, tout le monde est descendu. Moi aussi, je suis descendu pour aller me soulager, pour aller pisser. Et en revenant, il y avait une vieille femme. Une vieille femme qui était sale, moche, lugubre. Donc tout le monde est parti pisser. Maintenant, tout le monde rentrait dans le car. Donc moi, je suis rentré et elle m'a dit, donne-moi 100 francs. Vraiment, elle était moche, effrayante. Très effrayante. Elle a laissé tout le monde. Et puis ça, moi, elle m'a dit, donne-moi 100 francs. Pendant ce temps, j'ai écouté ton histoire. Parce que c'est quand on est vers les fêtes là, moi j'ai découvert ta chaîne. Donc j'ai écouté ton histoire et vraiment, je faisais attention. Donc elle m'a demandé pardon de mon sang. Elle a dépassé tout le monde. Et puis c'est à moi, elle est venue vers moi pour me dire pardon de mon sang frère. Et qu'elle m'a dit ça. Parce que généralement, moi, je donne. J'ai la main facile. Je suis un homme gentil. Et je sais que Dieu va me bénir un jour. Donc elle m'a dit donne-moi 100 francs. Je me suis rappelé de tes histoires. Je me suis rappelé de tes histoires. Je me suis rappelé de tes histoires.
Donc, quand j'ai mis ma main dans mon sac pour lui donner, j'ai retiré ma main, j'ai fermé mon sac et je suis rentré en même temps dans le car. Et je me suis assis, le cœur qui battait. Et j'ai dit, hein? Dieu merci que je suis DMJ. Dieu merci que je suis ces histoires. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Donc, c'est pour te dire que vraiment, il faut continuer DMJ. Ton histoire sauve des vies. Ça a sauvé ma vie. Si je lui donnais, peut-être qu'elle pourrait me faire du mal. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Surtout dans les périodes de fête. Et c'était pendant les périodes de fête. Où tout le monde fête. Où tout le monde était embrouillé. Où il y avait des esprits qui sortaient. Tout ça là. Et j'ai dit vraiment, l'histoire de ce monsieur m'a sauvé. Sa chaîne m'a sauvé. Si je ne regardais pas sa chaîne là, vraiment, j'avais des problèmes comme ça. Parce qu'il ne connaît pas la femme là. Je ne sais pas quelle est la manière de son accoutrement là même là. Vraiment. Or, au bord de la route, il y avait des choses, comment on appelle ça même? Des commerçantes. Elle a laissé les commerçants. C'est à moi de demander pièce de 100 francs. Et c'est moi je vends. Les commerçants qui vendent là, tu ne vas pas leur demander 100 francs. C'est moi tu demandes. Et j'ai dit merci DMJ. Donc c'était pour te dire que vraiment il faut continuer. Ça sauve des vies. Je remonte après. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Ça, c'est pas mon histoire. C'est l'histoire d'un monsieur. Il a fait son champ. Je sais pas qu'est-ce qu'il cultivait, mais il a fait son champ. Et puis son frère a fait son champ. C'est en Côte d'Ivoire, dans une localité que je ne dirai pas le nom parce que les gens vont reconnaître la localité. C'est une vraie histoire, hein? Donc là, lui, il faisait son champ et son frère à côté faisait son champ. Mais pour lui, là, son champ, ça ne réussissait pas. Ce qu'il plantait là, ça ne réussissait pas. Mais le champ de son frère réussissait. Tout ce que son frère avait planté, ça a réussi. Pour lui, ne réussissait pas. Tout ce qu'il avait planté là, pour lui, n'a pas réussi. Donc, du coup, il s'est fâché. Et quand il s'est fâché, c'est la jalousie a commencé à le prendre. Donc, il est parti voir un féticheur. Et le féticheur, il a dit au féticheur là que vraiment, lui, il a dit la vérité au féticheur là que lui, il est jaloux de son frère. Quand lui, il a fait son champ, ce qu'il a fait là, son frère, ça n'a pas poussé. Et puis son frère se moque de lui. Donc, pour son frère là, ça a poussé. Donc, lui, il veut gâter. Il veut que ce que son frère a fait, et puis ça a réussi là. Le champ de son frère là, ça n'a qu'à se gâter. Il veut gâter le frère, le champ de son frère, ses cultures, ses agricultures qu'il a fait là, tout n'a qu'à se gâter. Donc, le féticheur là lui a dit, bon, je vais te transformer en éléphant. Je vais te transformer en éléphant. Et puis tu vas aller gâter son champ. Donc, il a dit, ok. Donc, le féticheur a dit, il faut repasser un autre jour. Le féticheur lui a donné rendez-vous. Donc, le rendez-vous est arrivé. Le féticheur lui a donné, comment on appelle ça, une potion. Il dit, tiens, il faut aller boire. Quand tu vas boire, tu vas te laver. Tu vas devenir éléphant. Et puis la nuit, là, tu vas aller gâter son champ. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, vers la nuit, comme ça, où tout le village dort, là, il prend la potion, hein, il se lave avec. Et puis, il devient éléphant. Quand il devient éléphant, il s'appelle Ahmed. Le monsieur s'appelle Ahmed. Il devient éléphant. Quand il devient éléphant, il gâte tout dans le champ de son frère. Matin, quand il vient là, quand il finit de gâter, il vient la potion, il sait où ça se trouve. Il a déposé où ça se trouve. Le féticheur lui a donné un coin dans sa maison. Ça n'a qu'à se trouver là-bas. Il s'en va et puis ça trompe là, il met ça dedans, puis il se lave avec, et puis il redevient l'homme. Donc son frère ne comprenait pas. Son frère dit, ah, chaque nuit, il y a des génies qui viennent gâter mon champ. Il y a des génies qui viennent gâter mon champ. Oh, le féticheur, c'était le seul féticheur du village. Donc le jeune aussi là, son frère aussi là, il a décidé d'aller voir le féticheur. Il a expliqué au féticheur. Parce que à chaque fois que Ahmed gâtait son champ, lui, il replantait. Quand il replante, ça réussit. Ahmed s'en gâté, il se transforme en éléphant. Il s'en gâté. Jusqu'en pendant des mois, pendant un bon temps. Donc, il a décidé d'aller voir le féticheur. Le féticheur lui a dit, ah, il dit, il ne comprend pas. Et puis le féticheur lui a dit la vérité. Le féticheur lui a dit, celui qui gâte ton champ, c'est pas génie, c'est ton frère. Il se transforme en éléphant.
il se transforme en éléphant et puis sans gâter ton champ. En vrai, il a eu palabre entre Ahmed et puis le féticheur là. Donc, là, ils ne m'ont pas bien expliqué. On dit qu'il a eu palabre entre lui. Peut-être Ahmed n'a pas respecté le féticheur, il a mal parlé, il n'a pas quelque chose de ce genre. Donc, là, quand le frère d'Ahmed est parti voir le féticheur, ça a énervé le féticheur. Et puis le féticheur lui a dit la vérité. Le féticheur a dit, celui qui garde ton champ là, c'est pas un génie, c'est Ahmed ton frère. Il est venu, il m'a dit qu'il est jaloux de toi. Parce que ton champ a réussi. Et puis pour lui, il n'a pas réussi. Donc là, il lui de fait que le cheval s'est transformé en éléphant. Et puis quand il s'est transformé en éléphant, il s'est gâté ton champ. Donc, maintenant, son frère a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Si je transforme en éléphant, là, moi, je n'ai pas de pouvoir de devenir éléphant. Il a dit que dans sa maison, là, il y a une potion dedans. Quand il se transforme en éléphant, puis il s'est gâté ton champ. Là. Quand il vient, là, il boit, et puis c'est là avec. Il prend, voilà, c'est ça. Et puis quand il finit, il jette sur lui, là, il met sa tombe dedans, il jette sur lui, il devient l'homme. Donc là, si tu enlèves cette potion-là, c'est fini. Donc le physicien lui a dit, le frère d'Ahmed lui a dit, ok. Donc la nuit est venue. Ahmed est parti, il s'est lavé avec, il est devenu éléphant. Vers la nuit, il est parti, il a gâté le champ de son frère encore. Son frère là s'est levé. Quand son frère l'a suivi, jusqu'à son frère l'a vu dans son champ, un gros éléphant en train de gâter son champ. La nuit. Donc son frère a dit, ah, d'accord, j'allais prendre la potion. C'est que sa maison est vide. Il est parti. Le frère lui a indiqué l'endroit. Il a pris la potion et puis il est parti et ça chez lui à la maison. Ahmed a fini de gâter le champ. Il est devenu éléphant. Il a fini de gâter le champ de son frère. Il a fini de gâter le champ de son frère. Il revient à la maison pour prendre la potion, pour mettre ça sur lui. Il fouillait sa trompe. Il n'y a pas la potion. Il fouillait sa trompe. Il n'y a pas la potion. Il fouillait la stone. Il n'y a pas la potion. Le jour est arrivé. Il est resté éléphant. Tout le village est étonné. Il y a éléphant qui est venu. 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 Éléphant a quitté où? Éléphant a quitté où? Donc tout le monde était émerveillé, étonné de voir l'éléphant dans le village. Mais les gens n'ont jamais vu. On ne sait pas où l'éléphant a quitté. Donc c'est comme s'il a commencé à gâter le chou, comme on appelle, maison des gens. Il a commencé à gâter. Il se promène dans le village pour attaquer les gens. Si tu vas sur le réseau social, il faut taper Ahmed l'éléphant. Tu vas le voir. C'est pas un vrai éléphant, c'est l'homme. C'est une vraie histoire. Les gens pensent que c'est. Les gens ne savent pas. C'est nous dans cette région, on sait que lui, c'est l'homme. Si toute la Côte d'Ivoire pense que c'est l'éléphant, sinon nous, dans cette région, on sait que c'est l'homme. Donc, comme ça, le féticheur est sorti. Puis le féticheur a dit à tout le village que c'est Ahmed qui est là. Que oui, ça. Son frère aussi est sorti. Son frère dit, c'est moi qui ai pris la potion. Puis il a gâté mon champ pour ne plus qu'il devienne chose comme l'homme. Oui, ça. Donc, là, tout le monde maintenant sait que c'est Ahmed qui est là. Donc, quand il passe et puis il attaque les gens disent, ah, Ahmed, pardon, faut nous laisser tranquille, on passe. Et puis quand tu parles là, quand les gars disent ça comme ça, ils laissent les gens là tranquilles. Donc, c'est comme ça, ils ont fait, mais puis sur les réseaux sociaux, ils ont balancé qu'il y a un éléphant qui se promène dans un village, tout ça là. Donc, les autorités ivoiriennes sont venues prendre l'éléphant. Chez eux, c'est un éléphant normal. Ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont saisi, puis ils l'ont amené au zoo. Au zoo là. Ils ont commencé à le laver, ils l'ont mis partout. Il est encore là-bas. Chez eux, c'est un vrai éléphant. Oh, chez nous là, on sait que lui, c'est Ahmed. Donc, voyez ça, à cause de la jalousie, c'est forcément éléphant, il est devenu éléphant pour toujours. Donc, c'était mon histoire. J'ai encore plein d'histoires à raconter. Je reviens. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Là, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG et bonjour à la communauté DMG que j'en fais partie. DMG, c'est la première fois que je viens avec toi pour te raconter une histoire. Vu que tous les jours que Dieu a créé, tu ne peux pas passer sans entrer dans ta chaîne YouTube pour regarder tes histoires que je poste à 12h. Ainsi que sur Facebook. Donc voilà, je viens avec toi pour te raconter une petite histoire qui s'est passée ici en Libye. Vu que moi je suis Camerounais et pour l'instant je suis en Libye. Vous connaissez que quand tu es en Libye, c'est pour prendre de l'eau pour traverser pour arriver en Europe. Bon, je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée ici là. Tu sais, ici en Libye, il y a les convois que les Arabes préparent pour faire entrer les gens en Europe. Il y a la gale et il y a le pompé. Bon, l'histoire que je te raconte, c'est sur
Ceux qui m'ont raconté l'histoire, ce sont ceux qui étaient dans le pompier, pardon, dans la gale, et qui ont survécu à l'histoire-ci qui va être racontée là maintenant. Bon. Il y a les Arabes, vu que ici là, on traite avec nos frères noirs, qu'on les appelle les coxeurs. Ce sont eux qui font l'intermédiaire entre l'arabe et nous, les passagers. On les appelle les coxeurs. C'est comme ça que il y a un convoi que les gars étaient en train de préparer. Et nous, on visait plus le convoi là. Parce que on accompagnait le convoi. Bon, les Arabes accompagnaient le convoi. Donc on vous met dans le convoi dans la gale. Il y avait pas, j'étais pratiquement dans la gare, un truc comme près de 100 personnes. Donc maintenant quand on vous met sur l'eau, pour la route de l'Italie, il y a un capitaine, il y a un broussoulier. Maintenant il y a 2 vipers. Donc ce sont les Arabes qui conduisent ces vipers là. Pour que on vous laisse loin des zones où on peut vous prendre. Soit le kidnappage, parce que les Libyens, il y a les Libyens qui kidnappent ici là sur l'eau. Il y a la marine. Les gars des côtes libyennes qui vous arrêtent aussi. Et quand on vous arrête comme ça là, on vous amène en prison, vous devez payer pour ressortir. D'autres vont payer les 4000 dinars, qui est équivalent pratiquement à 600 000 quoi. On fait ta prison quand on vous arrête. Donc maintenant, le lanceur, pour sécuriser son convoi, pour avoir plus de passagers, il est obligé de vous accompagner. Donc quand vous entrez en Europe, c'est comme ça que l'agent, bon, c'est comme ça qu'il a plus de passagers. Voilà, alors, les Arabes poussent le convoi. Il y a un viper à gauche, un viper à droite. Ce sont les Arabes, les Libyens qui sont sur ça. Ils vous accompagnent. Jusqu'à un certain niveau pour vous laisser, pour que vous continuez, quoi. Pour arriver à la Lampedusa. C'est comme ça qu'ils arrivent à un certain niveau, ils les stackent. Les gars vous laissent comme ça, c'est comme ça que les Tunisiens vous prennent aussi. Parce qu'ils sont avec les Tunisiens, ils travaillent avec les Tunisiens vous prennent aussi. Tac, les Tunisiens vous emmènent aussi. C'est comme ça que, tu vois, à l'arrivée à ce niveau, on laisse au convoi. Mais le bousselier roule, il revient sur la même position. Il roule, il revient sur la même position. Le gars dit que, mais c'est quoi ça? Et là, le convoi, c'était avec les Noirs, les Tunisiens, les Syriens. C'est comme ça, mais il y avait beaucoup de Blancs, beaucoup de Kassalas. C'est comme ça que il y a un Massiri qui se lève et dit que, oh, vous les Noirs là avec la sorcellerie, comment depuis on tourne, on revient sur place, on revient sur place. C'est comme ça alors que il commence à prendre les Noirs, il jette dans l'eau, il prend les Noirs, il jette dans l'eau, il prend les Noirs, il jette dans l'eau. DMG. C'est comme ça que la bagarre commence. La bagarre commence sur l'eau. Tu ne vois ni le devant, ni le derrière, partout c'est l'eau. Et là commence la bagarre. C'est comme ça que la bagarre commence, la gale se renverse. Quand la gale se renverse comme ça là, d'autres personnes avec les versets DMG. Il dit que le jour là, les gars sont morts. Il dit bien un convoi pratiquement de près de 100 personnes. C'est peut-être qu'il restait un truc comme 20 à 22 personnes qui sont restées. Ce sont les rescapés qui nous ont raconté l'histoire là. Et il y avait les Camerounais, il y avait peut-être 32 Camerounais, peut-être 3 ou 4 ont survécu. Le jour où les soldats sont tombés d'MG, voilà, les soldats sont tombés. Tu sais, ici en Libye, quand vous attendez souvent qu'il y a les convois qui ont chaviré, l'eau est mauvaise, on lance souvent les gens dans les convois, l'eau est bonne, tu montes d'MG, l'eau c'est le tapis, mais on dit qu'il y a l'ouvrage. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui a fait ça. Il y a les gens qui quittent leur pays, qui viennent faire les sacrifices ici là. C'est pour ça que quand je vois un bon convoi des Arabes, ils vous mettent nus, vous tous. On vous fouille avant de vous envoyer parce qu'il y a ceux qui viennent monter sur les gris-gris. Et on connaît que ils savent que l'eau n'est pas gris-gris. On leur dit ça. Mais ils montent toujours avec les gris-gris sur l'eau. Il y a ceux qui quittent leur pays pour venir prendre les armes. Les armes sur l'eau, DMG.
Ils quittent dans leur pays pour venir prendre les âmes des gens sur l'eau, pour faire des sacrifices. La moralité dans l'histoire, c'est quoi? La prière est très très importante. On ne demande pas seulement de prier, on demande de prier et d'avoir la foi. On demande de prier et d'avoir la foi. Parce que la foi d'une seule personne peut sauver tout un convoi. Je dis bien la foi d'une seule personne peut sauver tout un convoi. Donc, c'est mon histoire, c'est l'histoire que je venais pour te raconter aujourd'hui. Donc, merci beaucoup DMG pour tout ce que tu fais pour la communauté africaine. Likons, partageons, commentons pour donner plus la force à l'émission, quoi. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour à toute la famille. Je suis auprès de vous pour faire part de mon vécu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Gabon. Bon, j'ai fait la connaissance d'un jeune Gabonais. Il était en instance de divorce. En tout cas, ce qu'il m'a dit. On a commencé une relation. Vu que je sortais d'une déception amoureuse, j'avais vraiment peur au départ de me lancer. Mais il m'a rassuré. Il m'a dit que non, il serait là, il va m'accompagner, il va prendre soin de moi et tout et tout. Donc, on a commencé la relation. Un mois après, j'ai constaté que j'avais un retard. Je lui ai fait part, il était très content. Il était joyeux. On est sorti au restaurant manger. Après quelques temps, il a commencé à changer. J'ai remarqué des changements et tout. Un soir, mon téléphone était déchargé. J'ai dû laisser chez moi en charge. Je suis allée voir une copine. Il m'appelait, ça ne sonnait pas. Il a fait un tour chez moi. Il a appelé ma mère. Ma mère savait là où j'étais. Elle est venue m'appeler chez ma copine qu'on te cherche. Donc, quand je suis descendue chez moi, il était tout hystérique. Il dit que tu étais parti voir tes copains, machin, ceci. Ne m'appelle plus. Je ne veux plus. Ceci, je ne veux plus. Même ta maison, je ne paye plus. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Je suis restée, j'ai pleuré. Excusez, s'il vous plaît. J'ai pleuré, j'ai supplié, rien n'a changé. J'ai essayé de l'appeler, ça sonne, il décroche pas, il renvoie. Au final, il m'a bloqué. Excusez, s'il vous plaît. Au final, il m'a bloqué. Donc, je suis restée dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer, me lamenter, me dire pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi je ne pars de déception en déception, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci. J'ai commencé à pleurer, c'est comme ça que je suis entrée en dépression avec mon état. Je ne mangeais plus, je ne sortais plus, même pour me laver, le corps pesait pour me lever, tout ça. C'est là où ma voisine la plus proche a constaté. Elle est venue me voir et me dit que maman, la seule solution, c'est d'aller prier. Allons à l'église. Pas loin de chez moi, il y avait une église. On appelle ça Saint-Michel. C'est comme ça que nous sommes partis à Saint-Michel. On a prié. On a prié. Je suis allée là où il y a une petite place, la statuette de la Vierge Marie. C'est bien vrai, on dit qu'il ne faut pas adorer les idoles, mais je suis pas partie adorer en fait l'idole, non, je suis pas allée adorer la statuette, mais je suis partie avec la foi d'une maman qui porte un être dans son sein. Je suis allée, j'ai parlé. Quand je suis sortie de là, mon cœur était soulagé. Mon cœur était, je ne sais pas comment je vais expliquer. Mon cœur, toutes les souffrances que ça avait, ça s'était évaporé. Donc, j'étais soulagée d'un côté, mais de l'autre côté, j'en pleurais toujours.
j'appréhendais d'un autre côté. Donc c'est donc comme ça qu'elle m'a dit, j'ai une sœur qui fait dans la voyance. Si tu veux, on y va. J'ai dit d'accord, puisque je n'avais plus rien à perdre. Nous sommes partis chez sa sœur. Elle m'a demandé d'acheter une bougie, d'écrire le nom du père de mon bébé sur un papier. J'ai écrit. On a commencé par les chants religieux. Après les chants religieux, elle est entrée subitement en transe. Quand elle est entrée en transe, ma voisine m'a dit que tais-toi, reste tranquille. Après qu'elle a fini la transe, elle a commencé à parler avec une douce voix. Une voix tellement douce et très féminine. Elle s'identifiait dans le corps de Maman Marie, c'est-à-dire la Vierge Marie. Elle me dit, ma fille, sèche tes larmes, pourquoi tu pleures? J'ai dit que maman, ma situation, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai même pas encore commencé de visiter. J'appelle le père de mon bébé, il ne décroche pas. Elle me dit, essuie tes larmes. Elle me dit, pourquoi tu penses à avorter de cet enfant? Ne sais-tu pas que cet enfant, c'est moi qui est venu te donner cet enfant? Ne sais pas que cet enfant, c'est lui qui va essuyer tes larmes demain? Ne connais-tu l'avenir de cet enfant? Pourquoi tu cherches à le faire du mal? Ne le fais pas. Sache que c'est un garçon que tu as dans ton sein. Et sans vous mentir, je n'avais pas encore commencé de visite, donc je ne savais même pas si c'était un garçon ou c'est une fille et tout et consort. Elle m'a dit c'est un garçon et que le père de mon bébé va revenir, que je ne m'inquiète pas, que c'est sa femme qui a découvert mon existence et mon état, vu qu'elle ne veut pas accorder le divorce à ce monsieur. Elle est partie faire ce qu'ils appellent ici l'ongosé. Donc, elle est partie pratiquer pour qu'il ne me voit plus bien. Donc, c'est un peu dans le sens là. Mais elle m'a assuré qu'il va revenir prendre charge de son enfant et tout et tout. Elle m'a donné les versets bibliques à réciter, à prier chaque fois. Donc, c'est comme ça que après ça, nous sommes rentrés. J'ai commencé à mettre en pratique, j'ai commencé à fréquenter l'église tout le temps. À l'église, on m'a conseillé d'acheter le parfum Saint-Michel, d'acheter le savon pour le bain. Et dans ce savon, dans le carton de savon, il y avait un morceau de savon, une petite fiole de parfum et du sel bénite. Donc chaque matin, je mettais 2 cuillerées de sel dans mon bain, quelques gouttes de parfum et je me lavais. J'utilisais le savon pour me laver. Quand je finissais, avant de me laver, je faisais mes vœux, c'est-à-dire mes prières. Après mon bain, quand je rentrais, quand je retournais dans ma chambre, je prends le parfum Saint-Michel, je m'asperge avec. Donc, un soir, après mon bain, après avoir mangé, je m'apprêtais à m'allonger, j'ai fait ma prière. Dès que je me suis allongée, j'étais couchée. En fait, du coup, je me suis endormie. J'ai vu une musaraigne venir me mordre le gros orteil. Du coup, j'ai sauté. Je me suis mise à prier, à invoquer, à prier. J'ai pris le parfum Saint-Michel, j'ai aspergé sur mon gros orteil. 2 jours plus tard, la plante de mon pied a commencé à pourrir, y compris mon gros orteil. Ça a commencé à pourrir. Je suis allée voir ma mère. Je l'ai expliqué. J'ai pris, comme il m'avait bloqué, il m'avait mis dans la liste noire. J'ai pris le téléphone de ma mère. J'ai essayé d'appeler le père de mon bébé. Heureusement, après plusieurs tentatives, je l'ai laissé un message sur WhatsApp. Chose incroyable, il m'a répondu. J'ai commencé à lui prendre doucement par les sentiments. À parler, il répondait. À parler, il répondait. J'ai dit, s'il te plaît, je lui ai dit pardon. Pour l'enfant à venir, ne fais pas pour moi. Fais pour ton enfant, je t'en supplie. Il a été d'accord, il va passer me voir, mais il ne sait pas quand. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci.
C'est comme ça que je suis restée. Après avoir parlé ainsi avec lui, j'ai commencé à invoquer dans le cœur, à prier, à remercier Dieu, à remercier le ciel, à prier. C'est comme ça que ça a fait 3 jours. Un jour, j'étais chez ma mère, j'étais en train de laver mes cheveux. Mon téléphone sonna. C'était lui. Je n'avais même pas encore, on venait tout juste à peine de finir de laver mes cheveux, que je n'avais même pas encore essoré l'eau avec la serviette. Quand j'ai entendu seulement tu es où, j'ai dit je suis chez ma mère. Il a dit est-ce que tu peux venir me trouver chez toi? Je n'ai même pas attendu de sécher ma tête, quoi. Directement, j'ai commencé à partir avec les cheveux tout trempés. Quand je suis arrivée, il m'a dit monte. Je suis montée dans sa voiture. Il m'a regardé, il s'est mis à rire. Il a demandé si son bébé va bien. J'ai dit oui, que l'enfant se portait bien. Il m'a tendu de l'argent. Il a dit demain tu peux commencer tes visites. Il m'a dit je suis très fâchée contre toi parce que tu es sorti sans me dire. J'ai dit que je suis vraiment désolée. J'étais juste avec une copine et je ne pensais pas. Toi, tu connais parce que mon téléphone avait les problèmes de batterie parce que ça se déchargeait très vite. C'est pour ça que j'avais laissé le téléphone à la maison pour que ça charge. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas. Après, il m'a dit est-ce que on peut descendre chez toi? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes descendus chez moi. Et en parlant et tout, je l'ai expliqué mon rêve et tout. Il m'a dit, personne ne te fera du mal, car je vais te protéger, toi et mon enfant. Sache-le comme ça. Je ne vais jamais permettre à qui que ce soit de vous faire du mal. Donc, ce jour-là, on s'est enlacés. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Après, quand il est parti, le lendemain, j'ai commencé mes visites normalement et il décrochait maintenant à mes appels normalement. Ce n'était plus ça, mais il faisait de son mieux quand même pour être là, pour venir. Quand j'appelle, il y a une ordonnance. Il me demande c'est combien. Je pars me renseigner en pharmacie les prix et puis il m'envoie l'argent. Je pars, j'achète mon nécessaire. C'est donc comme ça que je continue toujours dans la prière. Je continue dans la prière. Un jour, j'ai eu le prêtre de l'église Saint-Michel m'a dit, ma fille, il y a une femme qui va venir te tenter. Ne cède pas à sa tentation. Et cette femme, c'est la femme de ce monsieur. Sois très prudente. Elle va essayer maintes fois de te tenter. Et elle va essayer de t'appeler. N'essaye pas de tomber dans la tentation, sinon elle va t'avoir. Si tu acceptes ce qu'elle va te dire, elle va t'avoir. Il faut continuer de prier. Ne lâche pas la prière. Il faut persévérer parce que ton enfant est persécuté. Elle ne veut pas voir cet enfant. Elle ne veut pas voir cet enfant en vie. Elle ne veut pas que tu donnes la vie à cet enfant. C'est comme ça, quand je suis rentrée, ça a fait 1 mois plus tard. Un jour, je suis allongée sur mon lit. Mon téléphone, en fait, on me laisse un message sur WhatsApp. J'ouvre, je regarde la photo, je ne connais pas la personne. Je regarde le message. Donc, en fait, c'est un message comme si, tu vois, quand tu as confondu le numéro bon, tu penses que c'est ta personne. Tu envoies ça, salut ma chérie, est-ce qu'on peut se voir? Tu sais, la dernière fois qu'on s'était vu là, j'ai oublié mes pages. En fait, c'était un peu du style. Je lui ai dit que non, madame, vous avez confondu le numéro. Elle dit que non, je n'ai pas confondu. Je dis si, vous avez confondu. C'est comme ça qu'on s'écrit au fur et à mesure. Elle dit que bon, désolé, je constate que oui, effectivement, j'ai confondu. Est-ce qu'on pourrait être copine? J'ai dit, je ne connais pas qui tu es présente. J'ai dit, madame, présentez-vous s'il vous plaît. Elle dit que, laisse ça, je veux juste qu'on soit amis. J'ai insisté sur le fait, madame, présentez-vous. C'est là où elle a envoyé son nom complet. J'ai directement fait la capture d'écran. Quand j'ai fait les captures d'écran, j'ai dit que madame, moi et vous, on ne peut pas être copines.
car je sais qui vous êtes et je ne pourrai jamais être votre copine. Dès qu'elle a vu mon message, elle a commencé à supprimer les messages précédents qu'elle a eu envoyés. Quand j'ai vu qu'elle commençait à supprimer ces messages, j'ai dit que mais pourquoi vous supprimez vos messages? Sachez que moi j'ai déjà fait les captures d'écran. Dès qu'elle a vu mon message que j'ai dit non, j'ai fait les captures d'écran, elle n'a plus écrit. Elle est restée silencieuse. Directement les captures d'écran, j'ai renvoyé ça au père de mon bébé. J'ai dit, est-ce que tu connais cette dame? J'ai envoyé avec son profil WhatsApp. Est-ce que tu connais cette dame? Il dit oui, il a regardé les messages avec le nom qu'elle m'avait, son nom complet qu'elle m'avait envoyé. Il dit oui, c'est mon épouse. J'ai dit que maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Je me sens en danger. Il m'a dit non, tu n'es pas en danger car je vais te protéger. J'ai dit d'accord, il m'a rassuré. Je suis restée tranquille. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les persécutions par les appels téléphoniques. Elle passait mon numéro à ses copines de m'appeler pour me menacer. Chaque fois, quand un numéro m'appelle, on commence les menaces, je raccroche, je fais les captures d'écran des numéros, j'envoie. Il me dit que oui, je connais tel, c'est ma collègue de travail. C'était comme ça tout le temps, je me sentais plus à l'aise. Mon bas de pied aussi était en train de pourrir. J'ai commencé à aller à l'église, on priait sur ça, je brûlais les encens à la maison. Jusqu'à mon ongle est tombé, mon ongle du gros orteil est tombé et un nouveau a commencé à pousser. Finalement, à un moment donné, j'ai accouché de mon bébé, un garçon, effectivement, comme la voyante, la sœur de ma voisine avait prédit. Il a reconnu son enfant, tout. Mon pied a commencé à aller de mieux en mieux, tout allait bien pour moi. Après, ma mère a commencé la maladie. Malheureusement, j'ai dû vendre mon commerce pour lui faire rentrer au pays. Quand l'enfant a eu 6 mois, son père encore a déconné. Il m'a effacé complètement. Le seul message qu'il m'a envoyé, qui m'est parvenu, c'était rendez-vous acquis de droit, c'est-à-dire au tribunal. Je n'arrivais pas à y croire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai eu à te faire? Il me dit rien, tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as du tout rien fait. C'était le 14 février 2022. Directement sur son statut, j'ai vu l'état avec les femmes en train de passer la Saint-Valentin. Moi, j'étais là avec l'enfant sur les bras. Je ne sais pas si je vais monter, si je vais descendre. Ma mère, je venais de vendre mon commerce pour faire partie de ma mère parce qu'elle était gravement malade, parce qu'elle était diabétique. Elle avait fait une crise de diabète plus la tension. Elle a fait un coma de 11 jours. J'ai tout vendu, tout ce que je possédais pour aider ma mère d'aller mieux. On lui a fait rentrer au Cameroun, sachant que je n'avais plus rien et il me faisait ça. Quand j'appelle, il ne décroche pas. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher un petit bricole. Finalement, j'ai trouvé, on me payait 30 000 le mois. 30 000 le mois. J'ai souffert ainsi. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a béni. J'ai eu un petit bricole. Je m'en sors. J'ai pu envoyer mon bébé au Cameroun parce que ma mère va déjà mieux. J'ai pu envoyer mon enfant au Cameroun. Aujourd'hui, je suis là, je me bats, je m'efforce de remonter la pente financièrement et en fait, je suis détruite de l'intérieur, si on peut dire ainsi, mais j'essaie de me soigner. J'essaie de me soigner par les prières. Partout, j'essaie de me soigner. Donc, c'est pour faire juste
C'est pour juste dire à nos sœurs que quand vous croisez un homme qui vous dit je suis en instance de divorce, c'est bien vrai, il était en instance de divorce et il a même déjà divorcé de cette femme, mais il ne s'intéresse pas à son enfant. Je ne sais pas. Il appelle de temps en temps pour prendre les nouvelles de cet enfant, mais il ne sait même pas que cet enfant, je l'ai envoyé au Cameroun. C'est juste pour faire et dire aux autres de faire très attention. Quand un homme est marié, c'est mieux d'attendre qu'il ait divorcé avant d'entamer quoi que ce soit. Parce que parfois, il ne le fait pas de lui-même, car lui-même, il est manipulé spirituellement. Sans le savoir, c'est nous qui sommes blessés, car nous ne pouvons pas l'aider. Et même si nous pouvons l'aider, ça ne serait pas vraiment facile. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. DMG, j'ai beaucoup à dire. Hein. J'ai vraiment beaucoup à dire. Donc, si je suis désolé si mes histoires prennent un peu beaucoup de temps, mais je pense que celle-ci ne va pas prendre assez de temps. Et celle-ci, je l'ai vécue en Bangui. Donc, comme j'ai dit dans la première histoire, quand je dors, j'avais toute tendance à ouvrir ma fenêtre. Mais à Bangui, déjà avec la chaleur, c'était aussi un peu évident. Bon, là-bas aussi, j'étais dans un camp avec portail. Donc voilà, un jour, je suis dans ma chambre et je dors. J'ai l'impression qu'on me regarde. Je me lève donc, je m'adosse sur le lit, je vois une tête. Je sais pas, à chaque fois que je pense à cette histoire, j'ai toujours la chair de poule. Je vois une tête avec les cornes, tout en feu qui est en train de me regarder. Les yeux brillaient de mille feux. Mais bizarrement, je n'ai pas paniqué. Bizarrement, je n'ai pas paniqué. Je regarde, on se fixe, même pendant 40 secondes. Le seul truc que j'ai fait ce jour et que je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé, c'est que je lui ai demandé, tu fais quoi là? Le gars en feu, tout en feu me regardait avec ses cornes. Le geste que je me rappelle avoir fait, c'est secouer la tête et piaffer. Donc j'ai fait... Je me suis couché, j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'au matin. Le matin, je me lève, je sors. À peine, peut-être 30 à 40 minutes, ma maman m'appelle. Pendant que je vais lui raconter l'histoire, elle me dit que non, laisse. Je sais ce que tu as vécu. Je dis à ma maman que, mais tu fais comment pour savoir? Elle me dit que je sais ce que tu as vécu. Mais la seule chose que je vais te demander, que je vais toujours vous dire, c'est de prier. Il faut toujours prier. Prier toujours et toujours. On ne sait pas l'heure, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Il faut toujours être en train de prier. Je dis à maman que, ok, j'ai compris. Si tu sais ce que j'ai vécu, c'est que tu sais quand même ce qui se passe. Elle me dit que fais ta part avec la prière. Moi, je vais faire le reste. Et je tiens à rappeler que je viens d'une famille chrétienne, catholique, baptisée, communiée et confirmée. Et mes parents nous ont toujours appris à prier. Nous ont toujours dit, quelle que soit la chose que tu vas vouloir faire dans ta vie, mets le Seigneur devant. Tu ne regretteras rien. Donc, moi je peux me vanter de ça parce que ma maman c'est notre bouclier. C'est notre bouclier spirituel. Elle est capable, quand tu vis une scène, elle ressent ce que tu as vécu. Elle t'appelle et te dit que voilà ce qui s'est passé. Marche comme ça,
marche comme ça là. Nous, c'est la prière. Nous, il n'y a pas deux choses. Ma seule protection, c'est la protection divine. Je n'ai pas encore truffé de l'âme que c'est le blindage de ci, c'est le blindage de ça, c'est ceci, c'est cela. Et je sais que tant que tu es avec Dieu, tu n'as peur de rien. Regarde une scène comme celle-là. Regarde une scène comme celle-là. Quelqu'un tout en feu te regarde. Avec les cornes, je dis avec les cornes, les yeux étaient en feu. Je n'ai pas paniqué une seconde. Même dit que je fais le signe de croix. Ou que je prie, rien. J'ai juste piaffé. Il me demandait tu fais quoi? J'ai juste piaffé. Me coucher, secouer la tête, me coucher et me réendormir. Comme si de rien n'était. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a tellement de choses qui se passent là dehors. Tellement de choses. Donc vraiment, j'espère que ceux qui te suivent avec les histoires des autres font l'effort d'avoir une vie quand même saine. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes vraiment pas parfaits, mais à un certain moment, il faut faire les choses et ne pas être en train de se reprocher du mal qu'on a pu causer à quelqu'un ou à X ou à Y personne. Il faudrait juste qu'on fasse l'effort de vivre une vie saine et ne pas envier, ne pas en vouloir, ne pas jalouser, ne pas médire. Parce que ce sont tous ces éléments-là qui nous font faire des choses parfois qu'on peut regretter ou alors qu'on regrette après. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Donc, encore merci de nous donner l'occasion de pouvoir s'exprimer sur des choses vécues. Encore merci. Et pour cette fois, je crois que je veux vraiment te dire bonne journée. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 10e histoire. Bonjour DMG. Et, je vais encore aujourd'hui raconter une histoire qui m'est arrivée. Alors, merci de liker l'audio. Veuillez partager en plus grand nombre. Cette histoire se passe à Libreville. Donc quand j'habitais à Libreville. Donc un jour, je travaillais du côté d'Ovendo. Et souvent, donc, comme j'avais des soucis avec la petite sœur de ma mère, donc tout le temps, il y avait toujours un problème. Depuis que je suis petite, tout le temps, on s'est tripé. Donc un jour maintenant, ce qui se passe, c'est que comme elle était dans des réunions politiques, elle était vraiment à fond dedans. C'est comme ça que mon mari m'offre une voiture. Et dès que j'ai eu cette voiture, donc bien avant que mon mari m'offre une nouvelle voiture, j'avais d'abord une voiture où tout le temps je faisais des accidents inexpliqués, la voiture s'arrêtait. Donc mon mari me dit, d'abord mon patron me dit que bon voilà, dans ces cas, il faut changer de voiture, on va t'affecter ailleurs, on va te subventionner une voiture. Donc j'en parle avec mon mari qui me dit, bon écoute, le mieux c'est que moi je t'achète une voiture, comme ça tu ne seras pas tributaire de ton entreprise. Et donc, mon mari m'offre la voiture. Donc, moi, je dis rien à personne dans la famille parce que c'était déjà risqué et je faisais très, très attention à tout ce que je faisais. Et ma tante, là, elle est au courant par ma mère que j'ai une nouvelle voiture. Donc, elle me dit, tiens, on va aller célébrer ta voiture. Et bien gentille avec moi. Donc, du coup, elle m'invite avec ses copines pour aller fêter la voiture. Et elle me dit qu'elle avait aussi une réunion avec son parti. Donc nous voilà, déjà j'étais réticente, j'en parle à ma mère me dit, toi tu fais toujours des histoires pour tout et pour rien, tu vois comment elle est gentille avec toi, si elle t'invite, vas-y. Donc moi je prends quand même mes précautions avant de partir, j'ai prié, j'ai passé mon temps à prier et je me suis rendue au rendez-vous. Donc, il y avait du monde, il y avait une foule et tout. Et c'est comme ça, elle vient me présenter un ministre.
À l'époque, c'était le ministre le plus... Les Gabonais doivent le connaître, il était le plus moche des ministres. Mais franchement, c'était même pas... Je sais pas. Et elle me présente ce ministre-là, je dis, ben voilà, je te présente ma fille, là, que je t'ai toujours parlé de ma fille, qui a fait des études en Europe et tout ça, là. Ah oui, c'est toi. Et puis lui, avec son accent bizarre, ah oui, c'est toi qui es mariée à un blanc, et nanana. Et puis bon, moi, je suis polie, mais distante. Et maintenant, on dit, ben, tiens, regarde, tu vois un peu, toi, tu préfères vivre avec ton homme là, et tu vois celui-là, il a beaucoup d'argent, il donne beaucoup d'argent aux femmes, pourquoi tu viens pas, tu rentres pas dans le parti, tu vas avoir un poste, et tout ça là. Et moi, je lui dis, moi, je suis bien là où je suis, même si je suis dans une société privée, je préfère être dans une société privée que d'être dans vos groupes. Donc ce jour-là, avec ses copines, elles ont bu du champagne, et moi, comme je bois pas du tout, donc moi j'étais en train de prendre de la sucrerie. Et donc on finissent de faire leur tapage. C'est comme ça qu'elle me demande de déposer dans un autre quartier. Vous avez encore rendez-vous. Donc on est dans la voiture. Chose bizarre, ma tante elle s'installe derrière la voiture. Elle dit, ah mais je vais jouer les ambassadrices, et toi tu vas être mon chauffeur. Et l'une de ses copines dit, ah moi je m'assois devant avec elle. Donc ça s'assied devant, et puis ça murmurait derrière. Et moi, bon, je faisais pas trop attention à la conversation. Et là, il y a mon oreille qui se met vraiment à siffloter. Le genre, mais vraiment, j'ai comme un sifflement sourd, et puis mon oreille s'ouvre vraiment. Et là, j'entends distinctement, parce qu'elle chuchotait un peu derrière, elle parlait, mais elle chuchotait. Et moi, j'ai entendu distinctement ce qu'elle disait derrière. Oh, c'est quand que tu l'amènes dans le groupe, t'as vu comment son étoile brille et tout depuis le temps. Et puis elle a dit ça aux autres, mais oui, mais il faut attendre parce que elle c'est compliqué, son truc est vraiment compliqué. J'ai beau essayer, j'arrive pas. Oui, mais bon, ça, tu vois, pour ton avancement, on a déjà donné nos noms à la liste, donc il reste ton nom, de donner ton nom et tout. Et puis ça parlait comme ça, et puis bon. Moi, je les dépose, puis je suis pas bien, je suis pas vraiment en forme. Et donc, je les dépose, je repars voir ma mère. Et puis, j'en parle un peu à ma mère. J'ai dit, mais toi, tu m'as dit qu'elle avait changé, mais j'ai l'impression que vraiment, ça ne marche pas, son repenti. On dirait qu'elle est toujours trempée dans des choses bizarres. Là, on me dit, oh, mais toi aussi, calme-toi. Bon, dans ces cas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? J'ai dit non, à part qu'elle m'a présenté à un ministre, mais bon, sans plus. Bon, je rentre chez moi. Donc, je suis chez moi, je commence à faire des rêves étranges. Je voyais un groupe de personnes qui étaient en cercle habillés de rouge et noir. Et puis, on m'appelait de rentrer dans le cercle et moi, je refusais. Je refusais. À chaque fois, je disais non, j'ai pas envie de rentrer dans vos trucs là. J'ai pas envie de rentrer dans vos trucs. Donc, il se passe quelque temps. Puis, un jour, on m'appelle pour me dire que mon oncle était mort. Mon oncle était vraiment bien placé. Il était mort. Bon, il était mort, il était malade. Donc moi, j'arrive au quartier, il y avait du monde, donc je me garais un peu plus loin. Et je descends, je vais à pied jusqu'au lieu comment dire, où il y avait le mort. Mon oncle n'était pas encore sorti de la morgue. Et donc, il y avait toute la réunion de famille. Tout le monde était là. Il y avait le deuil. Tout le monde était là. Donc, on parlait. On n'arrêtait pas de... Bon, voilà. Et moi, comme dans ma famille, j'ai toujours été le genre silencieuse à observer. Et au bout d'un moment, je voulais... là où j'étais partie m'asseoir, à côté des... Comme il avait deux femmes, à côté des veuves. Et je voulais partir de là, mais j'arrivais pas. Parce que j'étais un peu bloquée de part et d'autre. Et donc, j'ai vu ma cousine passer. J'ai dit à ma cousine, tiens, prends-moi les clés de la voiture. J'ai oublié, je crois que j'avais une bouteille d'eau. J'ai dit, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans la voiture. Est-ce que tu peux aller me la chercher? Elle me dit, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, elle prend les clés, je lui jette les clés de la voiture. Elle part, elle revient. Donc, je passe avec ma bouteille sous le bras, je passe beaucoup de temps et puis je regarde l'heure, je dis, bon, il faut que je rentre chez moi, je reviendrai le lendemain.
Donc j'arrive, je monte dans ma voiture. La voiture n'est pas bien fermée. J'ai dit, ah, ma cousine n'a pas bien fermé la voiture. Qu'est-ce qui se passe et tout? Je regarde, j'ouvre la boîte à gants et puis je me rends compte que j'avais, dans ma boîte à gants, j'avais mon portefeuille avec mon passeport, j'avais de l'argent dedans, j'avais mes papiers, ma carte d'identité, tout avait disparu. Je fouille partout, je dis mais c'est sérieux, qu'est-ce qui se passe? Donc je cherche, je trouve pas. Bon, je m'inquiète pas, je me dis bon écoute, t'as sûrement oublié, tu l'as laissé au bureau ou un truc comme ça. Donc je rentre à la maison, je me couche, j'arrive pas à dormir. J'entends du bruit, j'entends comme si on appelait mon nom. Et plus je dormais, plus j'entendais qu'on appelait mon nom. J'ouvre les yeux, je regarde autour de moi, je commence à étouffer. Je suis pas bien. Je tourne en rond. Et dans la nuit, je me mets à genoux, je commence à prier. Je prie. La nuit est bien avancée. Vers les coups de 3 heures du matin, je commence à vouloir m'endormir. Et là, je sens vraiment des présences dans ma chambre. Donc, je me réveille en sursaut. Je reprends la prière. Et jusqu'au petit matin, je suis pas bien. Et bon, je me douche pour aller travailler. Et là, direction au Vendo. Et avant d'arriver à Iaï, il y avait, à l'époque, il y avait une station à droite. Donc, j'arrive à la hauteur de la station. Et là, il y a quelque chose qui me dit de ralentir. J'entends ralenti. Donc, je freine et je vois un camion-citerne qui sort de nulle part. Je ne savais même pas où sortait ce camion-citerne. Qui s'engage sur la route. Et le camion-citerne s'engage, mais c'est comme si il traversait la route alors qu'on était en double voie. Et moi, je freine. Quand je freine, ma voiture fait un tête à queue. Et je me retrouve, mais vraiment sur le terre. Au moment où je freine, ma voiture part en biais et plaque accident. Je me retrouve la voiture couchée sur le bas-côté. Et là, il y a... j'ai entendu crier, les gens criaient, j'étais assommée, je sors de la voiture, j'ai mal au cou, et puis il y a quelqu'un qui en fait, quand je sors de la voiture, c'est pas moi qui sors de la voiture, il y a quelqu'un qui me sort de la voiture, qui me tire, qui m'extirpe de la voiture. Et là, j'ai très très mal au cou et j'entendais quasiment rien, j'entendais du bruit, mais c'était un bruit de fond. Et j'entendais quelqu'un, monsieur, qui me disait, t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance. Et à chaque fois que j'arrivais, j'avais des accidents comme ça, tout le monde me disait, mais Dieu avec toi, Dieu avec toi. Et le monsieur me dit, tu pries, ma soeur, tu pries, gloire à Dieu, mais vraiment, quand nous, on a vu l'accident, en fait, c'est comme si ce monsieur, on l'avait envoyé pour te tuer, ma soeur. Donc, en fait, je fais comme si je sortais de nulle part, j'ouvre les yeux, je me touche partout et je me rends compte que j'avais aucune blessure, rien. Et le monsieur me dit, il faut quand même aller à l'hôpital pour aller voir si vous n'avez pas eu un choc crânien ou un truc comme ça. Donc, on redresse ma voiture, donc la portière est pliée. On pousse la voiture sur le bas-côté. On me demande si je peux appeler quelqu'un pour venir me chercher. Je dis non, c'est bon, je vais continuer jusqu'au travail. Et sur place, je vais voir avec les mécanos de mon entreprise. Donc, je reprends ma voiture, j'arrive sur place. Et là, il y a la ménagère de l'entreprise qui me voit arriver. Complètement, elle me regarde paniquée, elle me dit qu'est-ce qu'il y a. J'arrive au bureau, je m'assois, je tremblais tellement, j'ai pleuré. Elle me dit qu'est-ce qui se passe et là je lui raconte tout ce qui se passe. Et là elle me dit madame, il faut venir avec moi. Je dis quoi? Elle dit j'ai un frère qui consulte, il faut venir avec moi. Donc j'ai appelé quelqu'un de l'entreprise pour nous accompagner. Donc on est allé chez ce monsieur. Le monsieur me dit, donne-moi me dit, tu étais à une cérémonie hier soir. J'ai dit, oui. Il me dit, donne-moi le nom des personnes qui étaient. J'ai dit, bah alors là, c'était il y avait du monde, je peux pas dire avec qui. Il dit, non, les membres de ta famille.
Ah, je dis, mais bon, je sais pas. Donc, je commence à faire la liste. Je lui donne la liste. Et puis, il me dit, il allume une bougie. Après, il me dit, si je te dis le nom de la personne qui t'a fait ça, tu vas pleurer. Parce que c'est une personne insoupçonnable. Je dis, mais bon, je dis, ben, je sais pas, dis-moi le nom. Donc, il me montre. C'était ma cousine, pas celle que j'avais remis les clés, une autre. Mais c'était vraiment ma cousine, mais vraiment, je la prenais comme ma petite soeur. Elle me dit, mais tu es loin. En fait, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'on a pris tes papiers et on est allé donner à la Rose-Croix. Elle me dit, tu fais pas des rêves bizarres. J'ai dit, si, je fais des rêves bizarres et tout. Elle me dit, non, ton nom est déjà inscrit à la Rose-Croix. En fait, c'est toi la prochaine personne qu'on doit manger. C'est toi qu'on a donné le nom sur une liste et tu es la personne qu'on doit manger. Donc, si tu as encore envie aujourd'hui, c'est que tu dois être très, très blindé et tout. Je dis, oui, je prie beaucoup. Il me dit, ben, continue à prier, mais moi, je te suggère vraiment de te blinder encore plus parce que là, ça va pas le faire. Tu es vraiment, c'est pas une seule personne, mais ils sont nombreux et tu vas avoir fait très, très attention à toi. Je dis, ok, c'est bon. Donc, je rentre à la maison en taxi, je viens récupérer quelques affaires chez moi, je fais direct chez ma mère, je vais tout raconter à ma mère. Ma mère me dit, mais attends, ça va pas s'arrêter là, il faut faire quelque chose. Donc, j'arrivais même plus à dormir. Et à chaque fois, je marchais, je tombais. Ma mère me soutenait, j'essaie de marcher comme ça, je tombe. Donc, ma mère et moi, on est partis dans l'église de son cousin. On a commencé à faire prier. Donc, je reviens à la maison, on me dit, c'est bon, tu fais le jeûne et prière, tu continues. Nous, on continue. Si tu vois, maintenant, tu ne touches à aucune voiture. Si c'est là qu'on a mis ton nom pour que tu aies un accident. Donc, il faut à partir de là, il faut maintenant que tu te trouves un taxi qui peut venir te prendre chaque matin pour t'amener au boulot. Donc, me voici tous les jours avec un taximan. Et le taximan, c'était un frère togolais avec qui on avait grandi. Donc, j'en parle avec mon frère togolais. Il me dit, ah, mais ça, c'est un petit problème, ça. Chez nous, on sait comment il faut faire ça. Il faut que tu viennes avec moi au pays. Je dis, non, moi, je ne peux pas venir avec toi au pays. Je vais continuer les prières. Donc, j'ai continué les prières. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, non, il faut déménager. Donc, j'ai déménagé. Je suis allée habiter dans un autre quartier. Donc, je suis allée habiter dans un autre quartier. Et en continuant les prières. Et au fur et à mesure que je priais, je me rendais compte que j'arrivais quand même à dormir comme il faut. Et donc, quelques temps après, en fait, pendant ce temps-là, ma tante Annie venue connue, on la voyait nulle part. On ne savait même pas où elle était. Ma cousine non plus. On ne savait même pas où c'était. Je l'ai rencontrée, je l'ai croisée même plus. Et quelques temps après, j'apprends que c'est ma mère qui vient me dire que mon cousin, l'un de mes cousins, était mort. Et de quelle façon? Mon cousin, il était avec un autre de mes cousins. Le gars, il était monté dans la voiture. La voiture a démarré, il était assis à l'aion arrière et il est tombé comme ça. Et il est mort sur le coup. Donc c'est après qu'on est venu me dire qu'à défaut de m'avoir, comme on n'arrivait pas à m'avoir et la personne était trop pressée, il fallait absolument trouver quelqu'un. Et donc du coup c'est mon cousin qu'on a pris à ma place. Et moi je me sentais vraiment fautive, mais je me suis dit gloire à Dieu. Donc c'est une partie vraiment de l'histoire parce que je ne veux pas m'attarder, parce que cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Ça, il y a d'autres choses qui sont arrivées derrière, mais donc je raconte aujourd'hui la première partie. Mais je dis c'est vraiment que nous devons faire attention et que la vie de prière est une bonne chose parce que si je n'étais pas dans la vie de prière, qu'est-ce qui se serait passé ce jour-là où ce camion-là m'a coupé la route parce que c'était les camions citernes là. Donc je me serais encastrée là-dedans et puis je ne serais plus de ce monde. Et je rends gloire à Dieu parce que cette personne m'a cherché longtemps, pendant des années, pour pouvoir avoir un siège avoir un grade dans leur truc, mais n'a jamais réussi à m'avoir. Parce que j'étais dans la vie, j'étais d'abord protégée
Et ensuite, j'étais dans la vie de prière. Donc, je vous exhorte vraiment à continuer à prier. Quand vous sortez de chez vous, priez. Quand vous rentrez à la maison, priez. À n'importe quel moment de la journée, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous trouble, priez aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Voilà. Ciao. À demain à 12h pour une nouvelle vidéo de 10 histoires mystiques.